Il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour un échange avec le public, si ça vous va. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est bon. Bonjour. Tout au long de vos interventions, vous êtes appuyé sur le concept, sur le concept de nature, qui est lui-même une construction moderne. Du coup, comment vous redéfinissez la nature dans le contexte de l'Anthropocène? Oui, bonne remarque. Ça m'a échappé. Alors, si j'ai employé le mot nature, j'essaye d'éviter. Je préfère parler de réalité biophysique en ce qui me concerne, puisque pour moi, la nature, c'est le codage culturel des réalités biophysiques dans une société donnée. Et je pense qu'il y a eu une nature occidentale moderne qui est très différente de la nature, qui ne s'appelait d'ailleurs même pas comme ça, dans d'autres univers culturels. De ce point de vue-là, je suis très redevable, comme beaucoup, au livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, pour montrer qu'il y a des ontologies qui peuvent être extrêmement variées. Donc, c'est intéressant, et c'est pas simplement une coquetterie de langage que d'être prudent par rapport au mot de nature, parce que si on n'est pas prudent, on peut être tenté d'essentialiser, et donc de déshistoriciser et de déculturaliser la chose, alors même qu'on voit que l'Anthropocène nous oblige au contraire à réhistoriciser, reculturaliser et repolitiser la chose. Je donne un exemple simple. Quand, à l'initiative d'Evo Morales, le président de la Bolivie, très soucieux de promouvoir les cultures autochtones boliviennes, l'ONU accepte de rentrer dans une démarche qui consiste à reconnaître des droits possibles pour la terre-mère, et que cela va maintenant jusqu'au développement d'une pensée très déconcertante qui s'appelle la jurisprudence de la terre nourricière. Que fait-on? Eh bien, on change la manière de considérer le système biophysique. Vous voyez, on le culturalise différemment, on le politise différemment à travers une réflexion sur d'éventuels droits, parce que nous sommes aussi dans un moment historique où la plupart des grands processus politiques et culturels trouvent à un moment ou à un autre un passage par le droit pour manifester en quelque sorte une vision des choses. Donc, voilà, je crois que vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut toujours définir ce qui apparemment est le moins à définir, c'est-à-dire la nature. Tout là-haut, monsieur là-bas, qui avait été le premier à faire feu, je crois. Oui. Je voulais vous questionner parce que sur ce que vous avez évoqué en étant être ailleurs qu'ici, le fardeau et le credo de l'Anthropocène. Et ça m'a chagriné quand vous avez dit ça, alors je voudrais qu'on l'ouvre, parce que à travers ça, à travers le ailleurs, est-ce que c'est pas encore induire une mobilité physique, aller voir d'autres territoires et dans un monde fini comme peut être la Terre, est-ce que ça met pas une perspective qui risque d'être inatteignable? Et je posais la question par rapport justement à la philosophe, vous parliez d'altérité, donc est-ce que l'ailleurs a encore un sens, ou est-ce qu'on n'irait peut-être pas plus être autre et permettrait de relire autre chose et serait beaucoup plus ouvert face aux contraintes de vivre et de survivance dans un milieu limité? Est-ce que l'ailleurs n'est pas dépassé, en fait? C'est ma question. Alors, je pense que c'est aussi... Alors, Michel va répondre, mais je pense que quand il disait précisément c'est le fardeau aussi, il y avait déjà cette ambivalence dans ce fameux ailleurs, si on veut le définir de façon simplement physique. Il est évident qu'on ne le définissait pas exclusivement de façon physique, mais de façon symbolique, et aussi du fait de la mondialité qui est la nôtre, et de temps communs qui sont les nôtres et qui font que, de fait, nous sommes tous ailleurs sans bouger aujourd'hui, techniquement parlant.
Donc, ne serait-ce que par ça. Mais l'ailleurs, c'est pas que ça. L'ailleurs, donc, c'est déjà ce que je pense important, c'est la conscientisation, je pense, de cette responsabilité. Et Dieu sait si dans le système de l'Anthropocène, c'est précisément ça, c'est-à-dire de montrer que un agir à tel endroit provoque des conséquences bien sûr partout, mais particulièrement dommageables sur certains. On n'est pas allé jusqu'aux boucles de rétroaction, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que, tiens, il s'avère qu'on veut aussi nous faire dissocier l'ici de l'ailleurs. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut faire attention sur la tentation d'ubiquité délirante ou de mobilité extrême, etc. Mais il faut aussi faire attention sur cette dissociation d'une frontière, d'un mur qui consisterait, si vous voulez, je suis ici, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas responsable de ce qui se passe ailleurs, et etc., etc. Donc, c'était ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de dire, mais bien sûr que si, ce qui se passe ailleurs, et notamment, bien évidemment, aujourd'hui, en termes de renforcement des vulnérabilités présentes, de dégradation des sols, inondation de ceci et cela, se passe ici. Or, bien évidemment, ce n'est pas le cas, sinon on aurait un autre type de politique. Bon. Et c'est très intéressant, c'est que l'ailleurs s'immisce dans l'ici avec la question des réfugiés et des migrants climatiques. Parce que c'est ça aussi. Bon, donc voilà, donc j'entends ce que vous dites, mais voilà, ce n'est pas que ça, c'est d'aller travailler sur cette responsabilité encore une fois, d'un temps commun. Oui, je pense que cette affirmation est un principe éthique, beaucoup plus qu'un principe physique ou exclusivement. Cela dit, deux petites remarques. Si on va vers ce principe éthique, ça veut dire qu'on ne peut pas penser que nous réglerons les problèmes que nous avons à régler, qui sont des problèmes globaux, simplement à l'échelle de l'ici. Voilà. Toutes les tentations de repli sur le local pour régler les problèmes sont en fait des tentations qui ne sont pas à l'échelle globale des phénomènes que nous avons à régler. C'est-à-dire que ça produirait peut-être une meilleure habitabilité pour l'ici, mais ce que nous avons à traiter, c'est l'habitabilité globale, sauf à avoir des visions de la destinée de la commune humanité qui sont des visions parfois discutables et problématiques. En tout cas, moi, qui sont des visions en vieux démocrate convaincu et pris de justice sociale. Et donc la justice sociale, c'est aussi une justice spatiale. C'est les conditions d'habitabilité les meilleures pour tous, et en particulier pour ceux qui ont le moins. Je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse aux questions que nous avons à poser simplement à l'échelle du local, parce que le local, s'il n'est que local, est immédiatement forclos. Autre concept psychanalytique célèbre. Deuxième remarque, par ailleurs, si j'ose dire, l'animal humain est un bipède marcheur. Le plus grand philosophe de langue française, Michel Audiard, le disait bien, deux intellectuels assis ont moins long qu'un abruti qui marche. Oui, l'être humain est mobile depuis toujours, et on n'a pas attendu l'avion, le chemin de fer. On parlait du néolithique tout à l'heure. Quand on commence à regarder les mouvements néolithiques, c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que la mobilité au néolithique, certains néolithiciens font l'hypothèse qu'elle est aussi forte qu'aujourd'hui. Moi, je souhaite bon courage à toute personne qui voudrait arrêter la mobilité humaine. Bon courage, hein. D'ailleurs, personne n'y parvient. Sauf, encore une fois, à avoir des choix qui sont éthiquement et politiquement, à tout le moins discutables. Ça n'est pas complètement hasardeux, on peut en penser ce qu'on veut, s'il y a un lobbying qui est très important au sein de l'Organisation des Nations Unies depuis des décennies pour inscrire le droit à la mobilité comme un des droits fondamentaux de l'humain. Donc, soyons attentifs aussi à ne pas simplement voir la mobilité avec nos yeux de contemporains. Troisième remarque, plus compliquée encore à mon sens. Le propre de l'Anthropocène, c'est que nous découvrons la puissance de l'englobement. L'Anthropocène, c'est quelque chose qui nous renvoie à la figure de l'englobement. Nous sommes tous englobés dans le fictionnement du système œcuménal
dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous sommes tous englobés. Alors attention, je vais essayer d'être clair. Je ne sais pas si tu me suivras philosophiquement. Si nous sommes tous englobés, ça veut dire que la question de l'ailleurs se pose de façon radicalement différente. Existe-t-il aujourd'hui un ailleurs à cet englement? C'est la question que vous posez. Et ça, cette question-là, on peut l'énoncer, mais je pense qu'on n'est absolument pas capable d'y répondre à l'heure actuelle. Sauf par une pirouette qui serait de dire il faut inventer une autre altérité. Ou il faut inventer un autre ailleurs. Un autre. Quel est l'autre de ce moment contemporain de la civilisation qu'on appelle l'Anthropocène? Je ne sais pas, peut-être faut-il aller dans la science-fiction parfois pour le trouver, mais en tout cas c'est une question qui n'est pas simplement une question philosophique, parce que politiquement, toutes les sociétés se composent aussi à partir de la vision de l'autre. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, je voulais juste revenir sur le concept d'hyperobjet de Morton et peut-être rendre un peu justice aussi à Morton, dans le sens où il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce concept-là, qui n'est pas du tout une négation de la localité. Il me semble que c'est pas ça du tout que fait le concept d'hyperobjet, parce que ce que nous rappelle Morton, c'est que on a accès à un hyperobjet que par des phénomènes locaux. Ça ne se donne que dans la localité, en fait, un hyperobjet. Par contre, ce qui met en évidence, c'est que différents phénomènes locaux qui pourraient être très différents dans leur nature, dans leur texture, en fait sont reliés par des relations interobjectives qui caractérisent l'hyperobjet. C'est-à-dire que l'hyperobjet, en fait, on n'y a pas accès, simplement ça dénote une forme d'opérativité entre différentes localités reliées par quelque chose qui nous dépasse d'une certaine manière. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est cette ouverture-là qui donne une prise à cette idée qu'il y a de l'immaîtrisable. C'est ça il me semble que c'est ça en tout cas qui est porteur et qui est intéressant dans le concept d'hyperobjet, qui en fait du coup pas un concept totalement raté. Voilà. Assez globalement raté, mais c'est pour ça qu'il est intéressant. Il me semble me souvenir que le principe de non-localité est un des principes mortoniens, au sens évidemment où vous le dites, mais pour moi, en tant que géographe, cette conception de la localité est fausse. C'est-à-dire que Morton a une conception de la localité qui paradoxalement est une conception très pauvre du local, parce que le local n'a jamais été ce que Morton décrit. Pour Morton, ça aurait été simple de le savoir, il aurait suffi qu'il lise des géographes, voire quelques philosophes d'ailleurs. C'est-à-dire sa conception de la localité, elle est pauvre, et d'une, c'est-à-dire que la localité n'est pas un punctum, n'a jamais été un punctum, sauf dans des conceptions très anciennes du lieu, chez Aristote par exemple, comme la métaphore du vase, etc. Mais tout ça a été très vite dépassé. Et d'autres philosophes ont insisté sur le caractère relationnel du monde. Donc Morton pouvait simplement être leibnizien, qui ne nie pas le local, mais qui l'intègre dans quelque chose. Donc sa conception de la localité est pauvre. Et sa conception de la relationnalité entre les objets locaux, tel qu'il est défini, est pauvre aussi. Parce que ça n'est pas parce qu'il y a une relationnalité que ça allège la part de localité de la chose mise en réseau. En vérité, ce qui me gêne dans la conception du local chez Morton, c'est qu'elle est faible et en vérité, c'est un creux de sa conceptualisation. Ensuite, découvrir qu'il y a des relations entre des points localisés, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais pour toute la géographie sociale et culturelle existante depuis les années 60, c'est pas complètement quelque chose qui nous fait tomber à la renverse. Donc voilà pourquoi je pense malgré tout que c'est un concept un peu raté, mais dont nous avons à parler plus que tout autre. Une dernière. Ma question porte précisément sur cette question de... En fait, quasiment toutes les présentations que vous avez faites reposaient sur ces questions d'objets et de relations. Il a été question du lieu, mais effectivement, c'est des lieux qui sont sans topos. Et je me demandais, en fait, si le fait de penser en objet et relation permet une habitabilité.
Parce que, en fait, penser en objet et relation, c'est penser une sorte de système comptable universel, en fait, où tout est éclaté. C'est une sorte d'individualisme méthodologique ou métaphysique. Donc, tout est éclaté, et après, on recompose. Et donc, il n'y a pas de monde. En fait, il y a juste des sortes de... Il n'y a pas de lieu, en fait. Il n'y a pas de lieu non plus. Il y a du langage. Il y a de la composition par des mots, il y a des univers de mots. Mais il n'y a pas une habitation. Donc je pense que donc ça c'est aussi un des problèmes qu'il y a en cartographie, en fait, dans la manière de construire les cartes, où on va poser des objets, mais dans un espace qui est problématique. Or précisément, je pense que un des problèmes qui se pose avec l'arrachement qui se produit dans l'Anthropocène, c'est précisément le fait qu'il y a eu des objets et des relations, mais qu'il n'y a plus de lieu, quoi. Donc je pense que le fait de redonner une sorte d'intensité au lieu, qui puisse être habitable, au sens d'un topos, qui est une sorte d'intensité, me semble tout à fait indépendant et même pré-objectal et pré-relationnel, me semble quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà, une question. Moi, je ne partage pas du tout votre analyse, parce que je pense, vous aussi, que vous avez une conception du lieu qui est un peu pauvre. Pardonnez-moi de le dire comme ça, parce qu'il y a du topos, il y en a toujours eu. Mais il y a aussi de la Cora. La Cora, c'est ce qui, dans le lieu, renvoie justement au caractère porteur du lieu pour la vie, ce qui permet de faire le lien, ce qui permet de faire qu'il y a de la substance dans le lieu. Considérer que le lieu, c'est simplement du topos ou des topoi, c'est être victime d'une illusion qui est celle peut-être d'un certain type de capitalisme rationnel, de nous laisser croire que l'espace, c'est simplement une succession de points dans l'étendue et qu'on relie, mais justement, tout ce que les études anthropologiques et les sciences sociales et les études culturelles nous montrent, c'est qu'il n'y a jamais eu seulement du topos. Jamais, ça n'a jamais existé. En dehors des idéologies, parfois de certains, les lieux ont toujours eu de l'épaisseur pour les localiers. Alors parfois, ces localiers, on ne leur donne plus le droit de parole. Ok, on est d'accord avec ça, hein, sur le plan politique. Parfois, ces localiers, on les déconsidère. On considère qu'ils devraient devenir simplement des mobiles ou simplement des consommateurs. Mais pour l'être humain, anthropologiquement, le lieu, c'est toujours au moins du topos, de la Cora et de la relation. J'ajoute que le lieu, c'est aussi pratiquement toujours de la chair, pratiquement toujours du corps, de la corporéité. On ne peut pas penser le lieu sans l'engagement des corps. Le lieu, c'est toujours de la culture. C'est toujours des œuvres, c'est toujours des dépôts, c'est toujours des traces. C'est donc aussi toujours du langage. Mais ça, à proprement parler, ça n'a jamais cessé. Ce qui a pu cesser, c'est la considération, la légitimité que certaines idéologies ont donnée, là je serai pour le coup parfaitement d'accord avec vous, à cette relation au lieu. Cette angoisse n'est pas nouvelle. Bon, il y a un livre, moi, que je trouve extraordinaire, même s'il est parfois un tout petit peu déconcertant. C'est le dernier livre écrit par Simone Weil, juste avant sa mort, donc Le Déracinement, écrit juste avant sa mort à Londres en 1942, où justement elle met en avant la volonté de certaines civilisations, de certaines cultures, de déraciner l'humain de son lieu. Mais ça, c'était un propos politique qu'elle tenait. Et elle nous renvoyait par ailleurs à la nécessité de bien considérer, encore une fois, que l'être humain n'est pas sans soutien. Et le soutien de l'être humain, c'est d'abord par le lieu qu'il passe. Donc moi, j'incite simplement tout le monde à porter attention au fait que quand on parle du lieu, si l'on veut en parler vraiment, alors il faut se déprendre des idéologies normatives, fonctionnelles, cartésiennes, unidimensionnelles du lieu. Parce qu'autrement, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, contradictoirement à tout ce que l'on avait pu penser, il y a
jamais eu autant de lieux et de besoins de lieux qu'aujourd'hui. C'est même assez flagrant. D'ailleurs, tous les grands mouvements politiques passent par l'investissement des lieux. Oui, non, moi je suis dans la droite ligne de ça, c'est-à-dire qu'effectivement on a longtemps eu une espèce de réductionnisme de la notion de lieu par rapport à la question qu'on trouve chez Aristote, et encore c'est plus vaste, hein. C'est du réductionnisme d'Aristote, parce que le topos c'est plus vaste, et vous avez une réconciliation d'ailleurs de tout ce petit monde-là, topos et kora, dans la topique freudienne, by the way, qui est quand même issue du topos et qui en fait raconte de la kora. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, et tous les mouvements de reterritorialisation et d'occupation et de volonté de se ressaisir des lieux, etc., montrent bien que, bien évidemment, il y a une porosité. C'est-à-dire qu'il y a une frontière, mais il y a une porosité. Vous avez même tous ces concepts aujourd'hui d'identité environnementale, de citoyenneté environnementale, qui sont aussi qui sont connexes à ça. Et donc voilà. Donc moi, c'est vrai, je suis pareil. Je suis dans une définition un tout petit peu moins fonctionnelle et réductionniste de ce qui est posé comme lieu contenant, séparé de l'individu qui est dedans, sachant que bien sûr aussi, c'est tout ce qu'on a raconté sur l'immunité, le relationnel, le dedans, le dehors, sachant que bien sûr il y a aussi séparation, et il est important qu'un individu se maintienne aussi tel que lui-même étant vaste quand il passe de lieu en lieu, on est bien d'accord, mais bien évidemment tout l'enjeu c'est que cette itinérance-là elle le fabrique aussi. Merci beaucoup Cynthia Fleury et Michel Husseau pour cette première session de la matinée. On a dépassé 10-15 minutes, ça va encore, on est bien. Et je propose qu'on enchaîne. Merci beaucoup.